Chers élèves, et bienvenue à ce cours, toujours dans le cadre des phénomènes géologiques externes. Faisons un petit rappel de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait avant. Les roches, bien les différentes roches qui constituent les paysages géologiques sont exposées au phénomène de l'érosion sous l'action de différents agents naturels externes et qui donnent à la fin des produits d'érosion. Ces derniers sont transportés essentiellement par l'eau et le vent. Ils finissent par se déposer dans différents milieux, c'est-à-dire le phénomène de la sédimentation. Maintenant, la question qui se pose, quel est le devenir des sédiments après leur dépôt dans différents milieux? Et pour répondre à cette question, on va commencer par observer ces deux images et qui représentent un échantillon d'une roche qui s'appelle le conglomérat. Observez bien cette roche et répondez aux questions suivantes. Quels sont les constituants de cette roche et comment elle s'est formée? Sans doute vous allez répondre que cette roche se compose de différentes particules rocheuses, c'est-à-dire de tailles différentes, et qui se sont bien soudées. C'est-à-dire on observe une roche consolidée, formée de plusieurs particules très cohérentes. Donc, on peut déduire que cette roche est formée par la solidification de ces particules rocheuses comme des galets, des graviers, des cailloux et du sable. Donc, après le dépôt des sédiments d'origine différente dans des milieux divers, ils s'accumulent et se transforment en roches consolidées, dites sédimentaires. Et c'est le phénomène de la diagenèse. Donc, jusqu'à maintenant, 4 phénomènes géologiques. L'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse ou bien transformation des sédiments en roches consolidées, dites roches sédimentaires. Donc, pourquoi on les a appelées roches sédimentaires? Parce que ces roches, ou bien la formation de ces roches, résulte de la succession de 4 phénomènes géologiques. Parmi eux, il y a le phénomène de la sédimentation. C'est pour cela qu'on les a appelés roches sédimentaires. Donc, les particules qui ont été arrachées aux roches pendant le phénomène de l'érosion, ce sont elles qui aboutissent ou bien qui finissent par se transformer en roches sédimentaires. Donc, on est parti d'une roche et on est arrivé vers une nouvelle roche. Donc, après l'érosion, il y a le transport de ces particules vont se déposer et après leur dépôt, elles vont se transformer en roches sédimentaires. Donc la question qui se pose, comment les sédiments se transforment-ils en roches? Donc c'est la question à laquelle nous allons répondre tout au long de cette leçon.
Commençons d'abord par l'observation d'une image et qui représente ou bien un paysage géologique composé de ou bien constitué de roches sédimentaires. On va déduire une caractéristique de ces roches sédimentaires. Vous observez certainement que ce paysage est constitué de différentes roches. Vous voyez la différence de couleur et de forme. Donc, plusieurs couches. Et vous remarquez aussi qu'il y a que ces roches sont organisées sous forme de couches. Et on dit que ce sont des couches superposées, c'est-à-dire les unes sur les autres. Et cela signifie que ces roches se sont formées progressivement par l'accumulation progressive les uns après les autres des sédiments. On a ici d'autres paysages composés de roches sédimentaires différentes. Et vous constatez la caractéristique dont on a parlé, la superposition des couches de ces roches. Le premier paysage est un paysage à côté d'une plage, qui est composé de roches qu'on appelle le grès. Alors que le deuxième paysage, qui peut être une ancienne lagune, est formé de roches salines, comme par exemple le gypse. Et le troisième paysage, qui est un paysage marin, est composé de roches qu'on appelle la craie. C'est la roche à partir de laquelle on fabrique la craie avec laquelle on écrit au tableau. Donc, vous remarquez la différence ou bien la diversité de ces roches sédimentaires. Commençons par le grès. Quand on observe de près cette roche, on remarque qu'elle est composée de grains de sable qui sont soudés. Donc, cette roche provient de la diagenèse des grains de sable. Alors que le gypse résulte de la solidification des grains de sel qui se sont précipités dans une lagune à cause de l'évaporation de l'eau. Et la troisième roche est issue de sédiments carbonatés qui sont solidifiés. Et on a déjà vu que ces sédiments proviennent des débris des êtres vivants microscopiques vivant dans les fonds marins. Donc, vous constatez bien qu'il y a une relation entre cette diversité de roches et ou bien le milieu de dépôt de ces roches. Donc, on peut déduire que cette diversité de roches sédimentaires est liée à la différence des milieux de dépôt ou bien de sédimentation de ces roches. Par exemple, le conglomérat qu'on a vu au début de la leçon se forme dans le milieu fluviatile. Le grès dans une plage. Le gypse se forme dans une lagune. La craie ou bien le calcaire dans les fonds marins. Donc, il existe une relation entre la diversité de roches sédimentaires et les milieux de dépôt ou bien de sédimentation des particules qui ont donné ces roches. Donc, la question classique qui se pose
quels sont les facteurs qui provoquent la transformation des sédiments en roches consolidées, ou bien exactement comment ces sédiments se solidifient et se transforment en roches sédimentaires. Pour cela, nous allons analyser un document. Donc, vous observez ici deux exemples de sédiments qui vont donner deux roches différentes. Donc, on a le sédiment détritique argilo-sableux, c'est-à-dire composé de particules solides, particules argileuses et des grains de sable qui vont subir la diagenèse pour donner la roche du grès qu'on a déjà observé. Et le deuxième sédiment détritique, c'est le sédiment marno-calcaire. Des particules argileuses et des particules de calcaire vont subir la diagenèse pour donner naissance à une roche qu'on a déjà étudiée, qui est la marne. Donc, vous voyez ici la profondeur. Donc, de 0 mètre à 800 mètres, c'est-à-dire la profondeur augmente, c'est-à-dire sous la terre, sous le sol. Donc, vous voyez que ces sédiments à une faible profondeur, elles sont espacées. Et évidemment, c'est l'eau qui va occuper ou bien remplir ces espaces, car la sédimentation se déroule dans des milieux où il y a généralement de l'eau. Donc à une faible profondeur, on remarque qu'il y a 56% d'eau. C'est-à-dire, si on prend un volume total, par exemple, de 100 millilitres du sédiment, 56 millilitres, ils peuvent être remplis par l'eau. Si on descend en profondeur à 500 mètres, on voit que la quantité d'eau diminue. Donc, il n'y a plus d'espace comme avant. À 800 mètres, on voit que les espaces entre les particules sont très réduits. Donc, la quantité d'eau va diminuer. Et si on va distinguer un terme scientifique, qui est la porosité, qui est en relation avec la quantité d'eau qu'on va voir. Donc, son expression, c'est PT est égal à VP sur VT fois 100. PT, c'est la porosité. VP, c'est le volume des pores ou bien des vides que l'eau remplit ici, sur le volume total du sédiment fois 100. Il est exprimé en pourcentage. C'est-à-dire la porosité à 100 mètres est égale à 56%. C'est-à-dire les espaces ou le vide que remplit l'eau. À 500 mètres, la porosité est de 40%. Et à 800 mètres, la porosité du sédiment est 15%. Donc, vous constatez bien que plus la profondeur augmente, plus la porosité du sédiment diminue. Et comme on a vu, cette baisse de la porosité a une relation avec la diminution de la quantité de l'eau dans le sédiment. C'est-à-dire, cette quantité d'eau, ou bien ces vides que l'eau peut remplir, elle représente la porosité d'un sédiment. Donc, la question, comment expliquer cette diminution de porosité? Évidemment, la diminution de la quantité d'eau qui était dans le sédiment. Et pour cela, nous allons analyser ce tableau. Vous constatez la présence de trois variables: la profondeur, la température en degrés Celsius et la pression en bar. Donc, je vous laisse décrire le tableau.
Sans doute, vous allez répondre de cette façon. On constate que la température et la pression augmentent avec la profondeur. On le voit bien ici. À 100 mètres, la température est de 14 degrés Celsius, alors qu'à 1000 mètres de profondeur, elle est de 41 degrés Celsius. À 100 mètres, la pression est de 11 bars, alors que à 500 mètres, elle est de 48 bars. Et à 1000 mètres, elle est de 106 bars. Donc, la température et la pression augmentent avec la profondeur. Et dans l'analyse précédente, on a vu que la porosité diminue avec la profondeur. Donc, on peut déduire qu'il existe un rapport entre la diminution de la porosité et l'augmentation de la pression et de la température. Puisque d'un côté, il y a une relation entre la pression et la température avec la profondeur, et d'autre part, il y a une relation entre la porosité et la profondeur. Donc, il y a un rapport entre la diminution de la porosité et l'augmentation de la pression et de la température. Alors, pour illustrer cette relation, nous allons analyser un schéma. Vous observez ici un sédiment composé de grains de sable et de l'eau. Et vous remarquez la porosité élevée de ce sédiment, c'est-à-dire que le volume des vides ou bien des espaces est élevé et qui est rempli d'eau. Après un certain temps, à noter ici que ce phénomène il est très lent, il nécessite des millions d'années. Donc après des millions d'années, on observe que la porosité de ce sédiment a diminué. Et on voit bien les grains sont rapprochés et l'eau sort de ce sédiment. Donc, comment expliquer cette sortie de l'eau et comment les grains de sable ont été rapprochés? Dans un milieu de sédimentation, les grains de sable se déposent. D'autres grains de sable s'accumulent et se déposent sur le premier grain. Et d'autres vont se déposer sur le deuxième grain, et ainsi de suite. Donc cette accumulation va provoquer un entassement de ces grains. Et après des millions d'années, les premiers grains déposés vont être enfouis. Donc il y a un enfouissement de ces grains à des grandes profondeurs. Et on sait, lorsque la profondeur augmente, la pression va augmenter, ce qui va entraîner l'expulsion de l'eau qui est à l'intérieur du sédiment et va causer le rapprochement de ces grains et devient compact. C'est la première étape de la diagenèse qui est la compaction. Et va se poursuivre jusqu'au rapprochement total de ces grains. Ici, on voit entre ces grains de sable très compacts s'installe un ciment. Et quand on dit un ciment, c'est-à-dire quelque chose qui est solide. Donc, ces grains vont être soudés grâce à ce ciment. D'où vient ce ciment? N'oubliez pas qu'on est ici à une grande profondeur. Donc, la température, elle est élevée. Donc, le reste de l'eau entre les grains de sable va s'évaporer. Et les ions qui ont été dissous dans l'eau, comme le sel ou bien le calcaire, vont se précipiter et s'installer entre les grains de sable et devient solide
et provoque ce qu'on appelle la cimentation de ces grains de sable et former une roche consolidée qu'on appelle le grès. Donc, deux étapes essentielles, la compaction et la cimentation. Donc, la diagenèse désigne l'ensemble des processus physico-chimiques. Quand on parle physico, c'est-à-dire des processus physiques, l'augmentation de la profondeur provoque l'expulsion, il force l'expulsion de l'eau. Et l'évaporation provoque la cimentation ou bien la précipitation des éléments chimiques qui ont été dissous dans l'eau pour former un ciment et rendre la roche plus très solide. Donc, l'ensemble des processus physico-chimiques par lesquels les sédiments, comme les graviers, le sable, la boue argileuse, le limon, etc., seront transformés en roches sédimentaires et qui sont très consolidées, comme le conglomérat, le grès, le marne et la gypse. Donc, voilà le phénomène de la diagenèse. Alors maintenant, nous allons faire un résumé sous forme d'un diagramme de ces quatre phénomènes géologiques externes qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires. Donc le départ, c'est une roche mère. Ça peut être sédimentaire, ça peut être magmatique, comme par exemple le granit, ou bien métamorphique, comme le schiste, que vous allez étudier l'année prochaine. Donc, toutes ces roches peuvent subir ou bien être exposées à l'érosion. Et on sait qu'il y a l'érosion mécanique et chimique grâce à des agents naturels externes et qui provoquent ou bien qui donnent des produits d'érosion, c'est-à-dire des particules rocheuses de différentes tailles. Après, ces produits d'érosion vont être transportés essentiellement par l'eau et par le vent et seront transportés dans différents milieux où ils vont subir la sédimentation dans différents milieux, soit fluviatiles, lagunaires, marins, plages, etc. Donc, ces sédiments déposés vont se transformer, comme on l'a vu aujourd'hui, ou bien subir le phénomène de la diagenèse pour donner une nouvelle roche sédimentaire qui se forme en profondeur, parce qu'on a dit qu'il y a un enfouissement, il y a une compaction et cimentation à l'intérieur ou bien dans les profondeurs. Et à cause de l'érosion et des phénomènes de l'érosion, on va assister à une remise à l'affleurement. C'est-à-dire ces roches vont apparaître à la surface et vont de nouveau subir les phénomènes déjà étudiés. Donc on assiste ici à un cycle des roches sédimentaires. C'est-à-dire on est parti d'une roche et on est arrivé à une nouvelle roche. Donc c'est un cycle. Et je vous laisse avec cette vidéo qui explique en bref ces étapes de formation des roches sédimentaires. Une roche sédimentaire est une roche constituée essentiellement de débris, de roches ou d'organismes vivants. Au niveau des continents, les roches subissent une érosion permanente par le vent, l'eau, qu'elle soit liquide ou sous forme de glace, par le gel, etc. Cette érosion permet de détacher des blocs de roches qui sont alors transportés par les eaux des rivières puis des fleuves. Au cours de leur transport, ces roches continuent d'être érodées. À ce stade, ces blocs de roches sont devenus beaucoup plus fins qu'ils ne l'étaient à l'origine. C'est pourquoi, lorsqu'on se promène aux abords d'une rivière en montagne,
On peut constater que dans la rivière, les sédiments sont souvent des galets relativement gros. Si on va sur les plages de la côte atlantique, les sédiments sont très fins, c'est du sable. Il y a donc bien eu une érosion de ces sédiments au cours de leur transport. Ces sédiments vont donc arriver au niveau de ce bassin sédimentaire. Un bassin sédimentaire est une cuvette qui contient le plus souvent de l'eau. Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, dans l'atmosphère ou la glace, et qui a fini par se déposer sous l'effet de la gravité. Dans notre cas, les sédiments, ces particules en suspension dans l'eau, qui peuvent se déposer dans les fonds marins, sont des débris de roches. Mais parfois, il peut simplement s'agir de débris d'animaux, comme par exemple des fragments de coquilles de moules ou d'huîtres. Par la suite, ces sédiments vont subir la diagénèse, un processus qui va permettre de les transformer progressivement en roches sédimentaires. Ce processus peut prendre plusieurs millions d'années. Sur ce schéma, on peut voir qu'il y a un certain nombre de sédiments. Il y a des blocs de roches et une coquille d'êtres vivants. Ici, il s'agit d'une ammonite. Ces sédiments vont alors subir une compaction, puis l'eau va progressivement partir. Il va y avoir une déshydratation. À ce stade, il s'agit encore de sédiments, mais ces sédiments ont été compactés et déshydratés. Ils vont alors subir une cimentation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ciment qui va se positionner entre chaque grain. C'est cela qui va permettre de former la roche sédimentaire. Aujourd'hui, il existe de nombreuses roches sédimentaires sur Terre, comme la fameuse colline d'Étretat, qui est constituée de restes de coccolithophoridés. Ces petits organismes qui vivaient au Crétacé, dernière période de l'ère des dinosaures, ont laissé des petites coquilles qui sont les sédiments qui ont permis de créer cette roche. Cette roche est appelée la craie, la même craie qu'on peut utiliser sur nos tableaux. Bien évidemment, ce processus de diagenèse qui permet de créer des roches sédimentaires existe toujours aujourd'hui. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des roches sédimentaires en cours de formation dans